Vous me posez plein de questions déjà dans l'intro. J'ai l'impression que vous êtes enthousiaste à l'idée de parler de cinéma. Ne vous inquiétez pas, ça sera, je pense, la seule activité qu'on aura dans ce live. Donc on aura l'occasion de discuter de Cinoche si vous le voulez. Allez, j'ai un film à vous conseiller que j'ai vu là et une petite thématique que j'ai envie de lancer pour les prochains streams. J'espère que ça vous intéressera. On va parler de plein de trucs, mais en tout cas, on est en live. On est en live. Eminem, calme-toi, calme-toi, Eminem. Juice WRLD, paix à ton âme. Vous écoutiez Godzilla, un morceau de Eminem sur l'album Music to be Murdered by, en featuring avec Juice WRLD. Feu Juice WRLD qui nous a quittés il y a quelques années. Voilà, sympathique rappeur au même titre qu'Eminem. D'ailleurs, cet album est sympa. C'est pas la meilleure période d'Eminem, mais celui-ci, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, mais c'est un morceau sympa sur un album plutôt cool. Voilà. Alors, attendez. Je ne bougez pas, hein, je suis en train de mettre mon petit setup sur mon Stream Deck. Pac, tac, boum. Salut à tous, c'est Karim Debache, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu surexposé. Ma barbe est clairement un petit peu trop touffue, hein, ça on va pas se mentir, mais ça sera corrigé incessamment sous peu. Et mes cheveux, ça va. Ça va, c'est nimp, mais ça va. Ça va. Alors tais-toi, Eminem, tais-toi. Tais-toi, tu es fantastique, on t'adore, mais tais-toi. Merci beaucoup à toi, Rictus, pour le Prime qui fait super plaisir, qui réjouit de ouf. Donc oui, effectivement, je suis un petit peu in the light. J'espère que vous allez bien. C'est Karim Debache qui vous retrouve en cette belle journée de jeudi, après un stream, c'était quand? C'était mardi, sur notre ami Sonic est mort. On ne va pas continuer Sonic est mort aujourd'hui, parce qu'en fait, ça va être un live assez court, parce que dans 1 heure et demie à peu près, je devrais bouger. Par conséquent, on va se faire un live assez court, mais sympathique, où on va se contenter de discuter, de parler de cinéma. Voilà. Karim qui bat le record de speed de Rap God dès l'intro. GG, c'est chaud Rap God quand même. J'arrive pas à le faire. Rap God, j'arrive pas à le faire. Eminem, je maîtrise. Je peux te refaire Forget About Dre, and Nowadays Everybody Wanna Talk Like I Got Something to Say. Tout ça, mais Rap God, c'est chaud. Il a une phase où tu sens qu'il s'est entraîné pendant au moins genre 6 mois. Et que juste pour ce couplet-là, en plus, il l'a fait en live. Hein. C'est un ouf. Il a fait peut-être un peu plus lentement en live, je sais pas. Mais je peux pas faire Rap God, vraiment. Ou alors je m'entraîne et je vous fais Rap God un jour. Voilà. Merci à toi, Blog, parce que c'est compliqué, parce qu'en plus, même avant la phase hyper de speed Rap God, il y a quand même un long moment de rap qui déjà est très complexe. Merci beaucoup à toi, Blogantin, pour le sub extrêmement généreux, le 43e sub que tu as offert sur cette chaîne, c'est super sympa, et tu l'offres à Vapor Tacos. Bienvenue à toi, Vapor Tacos, et n'hésite pas à remercier Blogantin, gentil donateur de ce stream, qui d'ailleurs n'a de cesse de le prouver puisqu'il offre un 44e sub, comme si de rien n'était, à Yord 4X, qui est je suis sûr, quelqu'un d'extrêmement sympathique. Voilà, Sonic est mort, signé Nietzsche. Sonic est mort, vive Sonic, j'ai envie de vous dire. Voilà, il me semble que même en live, il le fait pas comme ça. Comment ça, comme ça? Il le fait pas comme sur l'album, mais ça m'étonne pas parce que je pense que physiquement c'est compliqué. Rictus, tu me dis quoi? Parce qu'en plus c'est ton premier message et t'as pris un sub. Moi je voulais te dire merci dans le message d'Abo, mais j'ai pas trouvé comment. Ok, du coup je te le dis là, bisous. Écoute, je t'embrasse très fort, c'est très très gentil. Tu es adorable. J'espère que tu te plairas ici, étant donné que tu es un nouveau venu. Voilà. Est-ce que j'ai écouté le dernier album de Tyler the Creator? Pas encore, mais ça va se faire. Kawer qui dit, je sais pas, je suis désolé encore une fois. Hein, je sais que tu es très souvent là et que même tu es utile parfois quand on joue à certains jeux, mais j'ai toujours du mal à prononcer ton blaze. Mais néanmoins, t'es allé voir Donjons et Dragons et t'as trouvé ça cool. Oui, c'était cool, je vous le recommande toujours au cinéma. Donjons et Dragons, c'était une expérience sympathique, divertissante, comme on aimerait en voir plus souvent. Merci beaucoup à toi, Edsog. J'avais pas vu ton sub passer, j'en suis désolé. Merci Karim pour ces lives, me dis-tu, et tes avis toujours passionnants. J'ai découvert le film Serpico de Lumet, fantastique, chef-d'œuvre. Serpico de Lumet, c'était vachement chouette. Serpico de Lumet, un immense polar. Moi j'adore Ciné Lumet. Un jour j'en parlerai, je sais pas par le biais de quel film. Il faudrait que je sélectionne un Ciné Lumet dont je pourrais vous parler. Ça sera forcément intéressant parce que c'est un grand cinéaste. Et en plus, Serpico de Ciné Lumet donne son nom à un personnage de cette fantastique bande dessinée qui est Berserk. Voilà, c'est le servant de Farnèse. Je vous tiens au courant sur mon évolution dans Berserk. Je sais pas si ça vous intéresse toujours, mais je suis en lecture de Berserk et j'en suis au tome 28. C'est toujours passionnant, c'est toujours super intéressant à suivre. C'est de plus en plus tenu et intéressant et dessiné avec grand talent. C'est même plutôt impressionnant sur certaines planches. Vraiment, c'est un truc de ouf.
C'est hyper intéressant, c'est hardcore de ouf, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. C'est écrit d'ailleurs, je vous le rappelle, hein, pour lecteurs avertis, vous ne le lisez pas parce que tout est surexposé, parce que j'éclaire comme une buse, mais en tout cas, voilà, Berserk, c'est toujours aussi super. J'ai hâte j'ai hâte de terminer, non, j'ai hâte de continuer cette expérience fantastique de bande dessinée. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc sur le long terme comme ça, et ça fait super plaisir. C'est vraiment de très haute volée, c'est très bien écrit, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien dessiné, c'est vraiment cool. Également, Funky Pototo, merci beaucoup à toi pour ton 9e mois d'abonnement. Ça nous fait un enfant d'abonnement. Je t'embrasse très très fort, c'est très gentil. The Moui, tu dis, vu que tu as aimé Donjons et Dragons, tu devrais te pencher sur Legend of Vox Machina, une série animée qui adapte des parties de JDR. Du coup, ça adapte de l'impro et c'est génial. Une idée que qui est très intéressante, que je me suis dit, je savais pas que ça existait du coup, mais c'est une idée assez évidente de trucs que je me dis, putain, pourquoi ça n'existe pas? Et en fait, c'est parce que je suis con, parce qu'en fait, ça existe. Merci à toi, Bruce Wayne 06, pour le 4e mois de Prime. Tu dis merci pour le contenu d'excellente facture. Étant très cinéphile, je suis toujours en joie devant tes streams. Des bisous à toi. Écoute, je t'embrasse très très fort, c'est cool. Ça fait super plaisir. Et sinon, Tales from the Crypt, t'en es où? Je sais plus à quel album. Je suis en continu. Je suis en train de lire l'intégrale. Elle est immense, donc ça va me prendre très longtemps. J'ai même pas pu commencer encore Weird Science, tu vois. Donc je suis toujours. Je suis même loin de la moitié, tu vois. C'est très très long. Mais c'est génial aussi. C'est fantastique. Et d'ailleurs, en parlant de EC Comics, vous allez voir que le thème d'aujourd'hui, ça aura un lien. Il y a des liens envers tout. De toute façon, c'est trop facile. Ça, c'est vraiment sans transition, les transitions à trouver entre les œuvres, c'est vraiment trop facile parce que tout est connecté, les amis. Tout est absolument connecté. C'est complètement fou. C'est ça, faire partie de l'espèce humaine. Merci à toi, Pesto Rosso, pour ton doux délicieux qui varie un petit peu quand t'es un peu trop. Ah non, basilic, bon, hop, t'as envie d'une petite saveur un peu différente. Un petit pesto rouge, ça fait super plaisir. Merci à toi. En tout cas, pour ce Prime, tu es fantastique. Karim, tu te connais Watsky Pale Kid Raps Fast. C'est chaud à faire, genre 1 minute 30 d'apnée. Ah non, ça je connais pas, tiens. Je connais pas. Je fouillerai ça, mais je ne connais pas. Tous les chemins mènent à Karim. Tout est lié. Vous connaissez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Brad Pitt. C'est une certitude. Mais que Brad Pitt. Ça ne marche pour aucun autre être humain. Mais Brad Pitt connaît plein de gens. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on va juste parler un petit peu de Cinoche pendant 1 heure et demie, voilà, dans ces eaux-là, de façon un peu chaotique, comme je le fais régulièrement, mais néanmoins avec un but, avec un point focal, un point dans le futur, qui est que j'aimerais faire la promotion non sponsorisée, je tiens à le dire, de la sortie, je crois que c'est, si je ne m'abuse, mercredi prochain, en salle, d'un film qui est Mad God. Alors, qu'est-ce que c'est-il que Mad God? Je prends la page Wikipédia maintenant, parce que je peux faire ça en live. En fait, je le faisais pas avant, mais du coup, ça m'évite de dire des conneries. Donc, du coup, pour le Mad God, qui est un long métrage d'animation en stop motion, merci beaucoup à toi, Joseph Joestar, ou Joseph Joestar, j'imagine, pour le 7e mois d'abonnement. Tu déboîtes de ouf. Donc, voilà, en fait, sort mercredi prochain Mad God de Phil Tippett. Je vous recommande d'aller le voir. Notamment, il y a une projection qui se fait si vous n'avez pas envie d'attendre mercredi, ou simplement que voilà, vous n'avez pas envie d'attendre mercredi. Il y a une projection qui se fait samedi au Forum des Images, qui est organisée par mes amis et proches de Panic Cinéma, qui organise une projection un peu sur mon impulsion en plus. Le truc, c'est que je pourrais pas y être, mais c'était un peu moi qui leur ai dit, ce serait cool de passer Mad God parce que Carlotta le ressort. Je sais qu'il y a eu d'autres projets, j'ai pas envie de dire de conneries, mais on s'en fout. En tout cas, ça passe samedi au Forum des Images, samedi soir. Je n'y serai pas, mais il y aura quelqu'un de bien plus intéressant que moi, qui est Julien Dupuis, que vous connaissez probablement. J'espère qu'il vient toujours, hein, parce qu'on m'a dit que c'était lui. Mais sinon, ça c'est quand même un super film. Mais je crois qu'il y a Julien Dupuis qui présente le film, ce qui est tout à fait à propos, puisque Julien Dupuis est très fan d'effets spéciaux, et quand vous comprendrez la nature du projet, je pense que vous comprendrez la logique du fait que quelqu'un comme Julien Dupuis présente ça. Julien Dupuis présente aussi Capture Mag, c'est un des comment dire, des critiques, un des personnages de ce fantastique podcast qui est Capture Mag. Et aussi Sale Temps pour un film, des super podcasts ciné que je vous recommande encore une fois, qui sont des copains que je connais. Et du coup, Julien Dupuis va vous présenter le travail de Phil Tippett sur Mad God, qui est un projet absolument titanesque. Et c'est pour ça que je tiens à déjà saluer aussi les gens de chez Carlotta qui s'occupent de distribuer le film au cinéma, parce que aussi ce sont des gens que je connais, les gens de chez Carlotta. Donc super, c'est trop cool de faire ça. En 2023, c'est complètement fou parce qu'en fait, Mad God est un projet donc qui existe depuis 2021. Et qui est passé en festival, mais qui n'avait pas eu de grosses sorties cinématographiques. Et qui est un projet complètement ouf de Phil Tippett, qui est un des
un des derniers grands noms quoi, de la stop motion, mais pas que, globalement des effets spéciaux, quoi, qui a œuvré dans ce milieu-là depuis très longtemps, depuis la fin des années 70, qui a commencé à se faire un nom à partir de Star Wars The New Hope. C'est lui qui s'était occupé de la séquence de jeux d'échecs. Vous voyez le bail jeu d'échecs en stop motion, ça vous parle forcément. Si vous avez vu Star Wars, en plus c'est repris dans celui de J.J. Abrams. Et du coup, voilà, il a commencé à se faire un nom avec ça. Il a évidemment participé, il est très célèbre pour avoir fait D209 dans Robocop, mais pas que, il a aussi bossé sur Robocop 2 et il est très célèbre aussi pour avoir participé à Jurassic Park, qui est une date très importante dans l'histoire des effets spéciaux, de façon assez évidente, puisque c'est aussi l'avènement des CGI et donc un peu la fin du travail de Tippett. On en reparlera parce qu'en fait, je compte faire un live spécial sur Mad God, je pense, le week-end d'après sa sortie. Donc, pas ce week-end-là, mais le week-end encore après, histoire que, comme ça, un maximum de gens peut-être l'aient vu. Et on fera un live où on discutera de Mad God, mais pas que, globalement même de Phil Tippett, de son travail, de pourquoi est-ce qu'il est vraiment très très fort, pourquoi ce qu'il fait c'est super sympathique, pourquoi il est... c'est très intéressant parce que c'est aussi... il incarne l'histoire des effets spéciaux modernes, quoi, parce qu'il est là depuis un peu avant ma naissance. Donc en fait, j'ai un peu suivi son travail par la force des choses. Il est aussi très connu pour Starship Troopers, pour son travail sur Starship Troopers qui est complètement ouf, aussi qui est dantesque. Donc entre ça et Robocop, et tu comprends pourquoi un mec comme ça peut s'intéresser à Verhoeven, ou en tout cas comment ils peuvent travailler en synergie. Voilà, donc c'est quelqu'un de très intéressant, Phil Tippett. Et en fait, Mad God, c'est donc un film qu'il réalise, c'est son projet à lui, et c'est un projet de longue haleine puisqu'il a commencé à bosser dessus, si je ne m'abuse, pendant Robocop 2. Donc ça signifie que ça, donc début des années 90, 1990 ou 91, Robocop 2, donc ça fait 30 ans qu'il bosse sur ce film. Alors pas à temps plein tout le temps évidemment, mais c'est un projet sur le très très long cours, et c'est un film d'horreur d'animation en stop motion qui est complètement barré, donc que moi je vous recommande vraiment d'aller voir, qui est complètement fou, qui a une expérience presque expérimentale, parce qu'il vient aussi d'un cinéma chelou, Phil Tippett, donc c'est très bizarre Mad God, mais c'est hyper intéressant, et puis techniquement c'est vraiment ouf. C'est un film qui a demandé beaucoup de temps à quelqu'un de passionné et d'assez passionnant ma foi, donc je vous recommande volontiers d'aller voir dès sa sortie Mad God. C'est super cool. Je vais juste voir si personne n'a sub au cas où. Non, c'est bon. Joseph Joestar, tu étais le dernier. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous taper Mad God au cinéma. Ça vaut le coup, à mon avis, d'être vu sur un grand écran. Bonjour, j'ai manqué le premier live. Le jeu est chouette. Comment ça? Quel jeu? On continue pas le jeu. Hein. On ne va probablement pas jouer aujourd'hui. Je reprendrai le jeu un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, je vous recommande vraiment ça. D'ailleurs, je conseille la série documentaire, nous dit Nashkel, sur ILM, où on voit Phil Tippett époque Star Wars. Oui, il y a un documentaire qui est même consacré à Phil Tippett, qui s'appelle Mad Dreams and Monsters, ainsi qu'un bouquin qui est du même nom, de Gilles Penseau et quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le blast. Je suis absolument désolé. Mais ça, on en reparlera lors du live qu'on fera spécialement sur Mad God, donc dans une grosse semaine et demie. Dans une semaine et demie, le week-end après la sortie de Mad God. J'espère que ça vous intéressera. Mais en fait, le truc que je me suis dit, c'est pour préparer en fait ce stream-là. Évidemment, je vais me renseigner de mon côté. Je vais revoir le film. Je vais relire le bouquin, revoir le docu et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas, au fil de mes streams, là, je regarde pas mal de films, et par la force des choses, évidemment, vous vous en doutez. Ah putain, la catégorie est sur Murder of Sonic, je suis absolument désolé, je vais mettre immédiatement la catégorie discussion, je suis confus, c'est parce que c'est resté, voilà, ça a changé, c'est parce que c'est resté comme ça, oui, je suis absolument désolé. Où on fait la blague, ça a changé Sonic, oui, je suis désolé, je suis en just chatting, voilà, tout va bien, ça t'apprendra à pas me lire. Oui, je suis désolé, mais je fais des longues phrases. Donc voilà, mais c'est chiant, il devrait mettre des catégories films. Peut-être qu'il y a. Film Studio Manager, non. Movie? Non. Movie Night, Movie Games, Movie Idol, non, ça va être en Just Chatting, ça va être sympa. Le film Mad Dog est diffusé au cinéma où? Donc je répète, du coup, tout ce que j'ai dit avant, parce que peut-être que les gens n'osaient pas cliquer, parce qu'ils voyaient écrit Murder of Sonic et qu'ils en ont rien à foutre. Maintenant qu'ils voient discussion, peut-être vont-ils arriver en se disant, ah, peut-être parle-t-il de cinéma. Et oui, les amis,
je parle de cinéma. Et je vous parle du coup de Mad God, le film de Phil Tippett qui va bientôt sortir au cinéma, distribué par Carlotta la semaine prochaine, mercredi prochain. Il sort au cinéma, je crois. Hein, j'espère ne pas me tromper sur les dates parce que je n'ai pas revérifié parce que je suis un con. Mais en tout cas, ça sort tout bientôt et ça sera projeté, ça c'est sûr, samedi qui vient au Forum des Images. Voilà, c'est une projection Panique qui sont des amis à moi et ça sera présenté en compagnie de Julien Dupuis qui vous parlera, à mon avis, de façon consciencieuse et appliquée du travail fantastique de Phil Tippett au travers des âges, voilà, qui est un des grands noms des effets spéciaux, de l'animation, du stop motion moderne et vraiment un des derniers grands noms puisque en fait, au milieu de sa carrière, en gros, il y a eu l'avènement des CGI au travers de Jurassic Park notamment quand même qui a contribué à ça et il s'avère qu'il travaillait sur Jurassic Park et que nombre d'effets qu'il avait prévus aussi ne se retrouvent pas dans le film puisqu'ils ont été remplacés par de la CG, ce qui est très intéressant et ce dont on reparlera lors du stream dont je parle quand on commentera à proprement parler le film Mad God. Ce qui ne va pas être le cas aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Bobette Show, pour le Prime et ce fantastique pseudonyme absolument adorable. Et merci à toi aussi, Easy Horn. Tu portes un blaze aussi qui est intéressant. On va peut-être... voilà, parce qu'on va parler de Foghorn. Pour ton 4e mois d'abonnement, merci beaucoup. Donc du coup, on parlera évidemment j'ai pas encore vu Suzume. Ça m'intéresse, néanmoins. Mais en tout cas, du coup, on parlera de Mad God. À ce moment-là, le film est passé au PIF en 2021, absolument. Et il est passé aussi à un autre festival, je crois, à Locarno. Mais on discutera de tout ça. On discutera de tout ça parce qu'il y a plein de choses très intéressantes à dire sur Mad God. Et je pense que ça peut vous intéresser. Si vous êtes un peu passionné par notamment les effets spéciaux, l'histoire des effets spéciaux, éventuellement l'histoire de la dynastie, mais non, du stop motion, de l'animation image par image. Encore une fois, il y a plein de choses à dire à ce sujet. Et donc, en fait, ce que je me disais, c'est qu'au fil des journées qui allaient, je veux dire, pour marquer le coup, quoi, je sais pas si c'est DC Stream, tu me dis, Karim, je sais pas si c'est ok, mais je me permets de parler d'une autre séance de cinéma de ouf qui a lieu le même jour au Forum des Images à 15h. Un film de Charles Burnett, Killer of Sheep. Ok. Et il a un cours juste avant de Burnett aussi, Pépites absolues. Et bah, tu sais quoi, j'ai pas vu ces films-là. N'hésitez pas à conseiller des films, effectivement, dans le chat, s'il y a des trucs qui passent et que vous avez envie de les partager. C'est super cool. Merci à toi, DC Stream, pour l'information. Merci aussi à toi, Alberto Balzalm, pour le gentil 2e mois d'abonnement. Et tu nous dis bonsoir. Donc, bonsoir. Donc voilà. Et donc, en fait, pour préparer un petit peu la sortie de Mad God, je me suis dit qu'en fait, tous les jours, ou une fois tous les 2 jours, mais en tout cas régulièrement, j'allais mater des films, parce que je mate pas mal de films en ce moment. Tous les jours, j'allais mater des films qui ont un rapport proche ou lointain, en fait, avec, en tout cas, le cinéma de Phil Tippett. Voilà. Des trucs des trucs vaguement liés au cinéma de Phil Tippett et que j'aurais à rattraper, en fait, parce que j'ai pas tout vu non plus. Donc là, aujourd'hui, le titre de ce stream devrait peut-être vous indiquer, donc une bébête du très très profond, peut-être vous indique-t-il de quel film on va parler. Donc, n'hésitez pas à proposer de quel film on va parler. Attendez, alors Elbozoy Shrebedo, tu me dis idée comme ça, le live sur Mad God, tu peux l'appeler Stop le Motion. J'hésite, je sais pas encore, je vais trouver des trucs. Il y a un procédé qui s'appelle le Go Motion, qui a été plus ou moins lancé par Phil Tippett, dont on aura l'occasion de discuter à ce moment-là. Ce n'est pas Godzilla. Voilà. On ne va pas parler de Godzilla, on ne parlera pas de Wallace et Gromit non plus, on ne parlera pas d'Abyss. Vous cherchez, c'est pas mal. Avatar 2 non plus. La bébête, non, ce n'est pas Tremors, ce n'est pas Abyss, ce n'est pas Mimic, ce n'est pas La Mouche, ce n'est pas Balrog, ce n'est pas Led Zeppelin. Pourquoi Led Zeppelin ? Ce n'est pas le chapeauté, ni Aladdin 2, ni The Host, ni un truc de Cthulhu, ni Tetris. C'est quoi les indices ? Les indices, c'est le titre du stream. Une bébête du très très profond. Voilà, une bébête du très très profond. C'est pas Dagon, c'est pas La Petite Sirène, c'est pas Starship Troopers, c'est pas Jason et les Argonautes, mais là on commence à aller vers quelque chose qui pourrait se rapprocher de ce qu'on va faire. Pas Mega Shark versus Giant Octopus, parce que j'ai du respect, en fait, pour moi-même. C'est pas The Host, c'est pas Abyss, c'est pas Les Tuches. Ça aurait pu, mais c'est pas Les Tuches. Ce n'est pas Alien non plus. Ce n'est pas L'île mystérieuse, ce n'est pas 20 000 lieues sous les mers. Mais peut-être que là, on commence un petit peu. On est en train de gratter un petit peu les trucs. Le choc des titans, non, mais ça va, ça commence à bosser.
Godzilla, non, mais voilà, ce n'est pas King Kong, ça aurait pu. Harryhausen, la réponse est peut-être. Ce n'est pas Piranha, ce n'est pas Voyage au centre de la Terre. Ah putain, je vous ai piégé, je pensais pas. Je pensais que vous alliez complètement m'épater. Mais non, ce n'est pas Cloverfield, ce n'est pas le voyage de Sinbad. Ce n'est pas Jason, ce n'est pas Abyss, ce n'est pas la créature du marais. Ce n'est pas le Léviathan, les amis. Ce n'est pas Godzilla, toujours pas. Vous le prononcez, hein, celui-là. Merci beaucoup à toi. Merci Host Politique pour le raid que tu viens de m'envoyer. Ça fait super plaisir. C'est pas Howard the Duck. C'est pas 20 000 lieues sous les mers. Ah putain, j'y crois pas, j'arrive pas à croire que j'ai réussi à vous piéger, c'est un truc de ouf. Ce n'est pas le monstre du Loch Ness, les amis. Même si le monstre du Loch Ness est, ce n'est pas Préhistoric Beast, mais pas mal. Donc vous avez quand même des super refs déjà, d'une part. Mais le monstre du Loch Ness est cité dans le film dont on va parler aujourd'hui. Ce n'est pas Le Monde Perdu. Putain, je suis content parce que du coup, ça va peut-être vous faire, ça va vous faire découvrir un film peut-être, parce que peut-être vous ne l'avez pas vu. Le Monstre des Temps Perdus, nous dit Kouj, et il a gagné. Félicitations à toi, c'est tout à fait Le Monstre des Temps Perdus, qui en fait en anglais, donc dans son titre original, s'appelle The Beast from 20,000 Fathoms. Donc la bébête du 20 000 fathoms, c'est une unité de mesure. Donc 20 000 fathoms, croyez-moi sur parole, je ne sais pas faire la conversion, mais c'est très très profond. Donc une bébête du très très profond, The Beast from 20,000 Fathoms, ou soit en français du coup, et ce n'est pas l'étrange créature de la mais vous avez vraiment de très bonnes refs. Hein. Et c'est bien, en français, ça s'appelle Le Monstre des Temps Perdus. Voilà. Et c'est hyper intéressant comme film, et je l'ai vu parce qu'en fait, voilà. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Je suis tellement perdu par rapport au film cité là. Mais là vous avez c'est 20 000 brasses, oui c'est ça en français. Et un fathom, ça fait à peu près, donc une brasse, c'est ça. Ça fait à peu près 1,80 m. Donc il faut faire 1,80 m, 1,8 fois 20 000. 36 km, nous dit Rebondiboule, pardon. Bien joué. Je suis experte en Fathom, nous dit Gouillac, et en effet, c'est super profond. Donc vous voyez, le titre n'est pas un mensonge, c'est une traduction littérale du titre de ce fantastique film, qui donc est un film, alors hyper intéressant. Parce qu'en fait, c'est Ray Harryhausen qui a fait les effets spéciaux de ce film, du Monstre des Temps Perdus. Donc immense nom évidemment des effets spéciaux et de la stop motion, qui est un des noms qui évidemment a inspiré Phil Tippett pour déjà faire des films, lancer sa carrière et faire des trucs. Donc du coup, mais j'avais envie de revoir du coup un film avec Ray Harryhausen qui bosse dessus, mais j'avais pas envie de me refaire les films que déjà je connais beaucoup, genre Les Argonautes, Sinbad, etc. Tout ça, je les ai bien en tête, je pense. Donc c'est des effets avec lesquels je suis plutôt familier, quoi. Du coup, je me suis dit, bah tiens, il faudrait que je me remette un film qui est pas forcément le plus évident de la filmographie de Ray Harryhausen, et de préférence peut-être même qui arrive avant. Ça m'intéressait aussi de voir un film avant, en gros, le 7e voyage de Sinbad, qui est le film. En gros, Phil Tippett, comme je pense énormément de gens qui se sont lancés dans le monde des effets spéciaux à l'époque moderne, il y a deux gros trucs en fait qui lancent leur passion pour ça. C'est évidemment King Kong et évidemment le 7e voyage de Sinbad, qui sont des deux super films. Alors j'allais dire King Kong est un chef-d'œuvre impérissable, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, et le 7e voyage de Sinbad est quand même vraiment précurseur. Il y a des séquences hallucinantes aussi. Mais en gros, du coup, Ray Harryhausen a bossé sur le deuxième, puisque lors de la sortie du premier, il était adolescent, il avait 13 ans, donc il n'a pas bossé dessus. Mais n'empêche qu'il a connu quand même, il a bossé avec Willis O'Brien, qui est le mec qui a fait les effets spéciaux du film King Kong. Donc ça, on pourra en discuter éventuellement. C'est hyper intéressant comme film, et alors par la force des choses, donc c'est un film qui en gros met en scène une grosse bébête, donc qui est un dinosaure. C'est un film qui est en fait hyper important dans l'histoire du cinéma et du cinéma de monstres. Salut Karim, que penses-tu du film La Bataille d'Alger, du coup de Pontecorvo? Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, que c'est un super film, mais ça n'a rien à voir du tout avec ce dont on parle. Mais on pourra parler un jour de La Bataille d'Alger de Pontecorvo si tu veux. Mais du coup, parce qu'en plus il y a plein de choses à dire sur Pontecorvo, mais c'est pas tout de suite le truc. Donc c'est un film extrêmement important, qui est pas non plus un chef-d'œuvre immense, mais qui est très très intéressant à décoder, et qui a une place quand même de choix dans l'histoire du cinéma et du cinéma de monstres. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pourquoi, très franchement, c'est un bon film que moi je vous recommande de ouf, quoi. Tu as mentionné le King Kong de quelle année? 1933. 1933, ce que je dis, c'est pour dire que Ray Harryhausen, il avait 13 piges, parce qu'il est né en 1920. Donc, mais c'est le film qui a aussi... King Kong, c'est aussi le film qui a lancé la carrière de Ray Harryhausen. C'est un des premiers films qu'il a vu avec le temps perdu, avec n'importe quoi. Lost World, le monde perdu. Merci beaucoup à toi, Frey Jassis, pour le 2e mois de Prime.
avec Le Monde Perdu de 1925. C'est un des 2 gros films en fait. Qui sont tous les deux avec des effets spéciaux de Willis O'Brien, mais qui sont les 2 grands films d'effets spéciaux en fait qui ont lancé des carrières. Et Ray Harryhausen, de façon évidente et avérée d'ailleurs, parce qu'il en parle, c'est ça qui lui a donné envie de faire des effets spéciaux, et c'est pour ça qu'il s'est lancé au départ. Du coup, je crois que le premier ou un des premiers films sur lesquels il a bossé avec Willis O'Brien sur... J'ai Mon ami Joe en tête, mais c'est pas Mon ami Joe, parce qu'en français, c'est le nom du remake, Mon ami Joe, mais c'est Mighty Joe Young, un truc comme ça, c'est un titre comme ça, c'est avec un gros gorille, qui était aussi un film je crois, de Cooper et Sobchak, mais oui, ou Sobchak, je prononce trop mal son blaze, où il voulait surfer un petit peu sur le succès de King Kong de 33, après le semi-échec, disons, du fils de Kong, qui a suivi et et il voulait faire un truc plus pour la famille, donc ils ont fait Mighty Young Joe, Mighty Joe Young, My Name is Joe, je sais pas. Non, c'est pas Banana Joe. Non, et bref, en fait, et du coup, parce qu'il voulait faire un truc plus familial, donc c'était plus familial, etc. Et du coup, Ray Harryhausen a commencé sa carrière en bossant comme ça. Et je crois, si je ne m'abuse, que le premier film où il est vraiment au contrôle, enfin, où il pilote vraiment les effets spéciaux, c'est celui dont on va parler ce soir, à savoir donc The Beast from 20,000 Fathoms. Comment s'appelle-t-il en français, le monstre des temps perdus. Voilà. Je connais absolument pas tout ça, nous dit Papa Tango Charlie, à l'aide, ma non-culture. Mais alors déjà, on s'en fout complètement, d'une part. Par ailleurs, c'est tant mieux, parce que du coup, ça peut te donner des idées de super films à voir. Et genre, de toute façon, personne n'a vu tous les films du monde, tu vois, donc c'est pas grave. Moi, en fait, j'aime bien... Alors, c'est un film que j'aime beaucoup, parce que moi, j'aime bien comment dire, j'allais dire les bis, mais j'aime bien les films de monstres des années 50. Je trouve qu'il y a un certain charme, en fait, dans ces films de monstres-là. Et alors... par une pure coïncidence, donc c'était pas du tout prévu, mais j'ai sous les yeux une page YouTube. Il s'avère qu'il y a un teaser qui vient de sortir, puisque je vois sur Film Actu, il y a 23 heures, écrit sous la vignette de la vidéo, une bande-annonce du prochain Godzilla Cross Kong, donc qui est la suite de Godzilla vs Kong, qui est un film qui est sorti, je sais plus, pendant le Covid, il y a quelques années, qui lui-même est était le quatrième, donc là c'est le 5e, long métrage qui fait partie de ce qu'on appelle le Monsterverse, quoi. En gros, c'est ça, hein, le Monsterverse, qui est un truc qui a été relancé en 2014, si je ne m'abuse, par le film Godzilla. Alors que moi, j'aime vraiment beaucoup le film Godzilla 2014, que les gens, ils n'ont pas aimé, je crois. Ils ont trouvé ça chiant, mais moi, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça cool. Le 2 était rincé de ouf. Comment c'était? Je sais même plus le nom. King of the Monster. Je trouvais rincé. Il y avait eu Kong Skull Island, qui avait un côté bis un peu sympa dans certaines scènes, un peu pulp, rigolo, mais qui quand même, moi, je trouve, avait des problèmes. Même si c'était généreux, au moins, dans le spectacle que ça offrait. Et Godzilla versus Kong, on pourra en parler aussi. Il y a des trucs rigolos et sympas, mais c'est quand même pas je trouve pas des très bons films. On pourra discuter de pourquoi. Déjà, ce qu'on va faire, je pense, avant de commencer à parler de la bébête de tout en bas, est-ce que j'ai vu Shin Godzilla? Oui, alors je connais très peu Godzilla en tant que licence, parce que je sais pas, il doit y avoir 30 films. Je pense que je suis même loin de la vérité. Il y a des tonnes de films Godzilla. J'en ai vu très très peu. Donc je vais pas faire le mec qui s'y connaît en Godzilla ou quoi, parce qu'en vrai, j'ai vu Godzilla. J'ai vu Shin Godzilla parce que tout le monde a dit que c'était génial, et oui, c'est super, Shin Godzilla, si vous l'avez pas vu. Je sais plus quelle année c'est sorti dans les années 2010, je crois. Si je ne m'abuse, j'en ai vu un ou deux autres, mais en gros, je suis pas super... J'ai vu évidemment le film de Roland Emmerich, dont on parlera, parce qu'il y a un lien direct, en fait, avec ce dont on va discuter, mais je connais pas de ouf Godzilla. Par contre, je suis très fan de King Kong, en fait. Je trouve que King Kong, c'est un... Et même le premier Godzilla, en fait, je le trouve vraiment super. Mais on en discutera. En gros, la thématique, ça va être en gros les films de monstres par le biais et la stop motion, et puis Ray Harryhausen évidemment, par le biais de ce film vraiment sympathique, qui est un tout petit budget. Hein. C'est un bis, mais c'est un tout petit budget. Vraiment, film de monstres à 200 000 balles, donc pas cher, mais qui est quand même super intéressant, et je vous expliquerai pourquoi je le trouve super intéressant. En l'état, je pense qu'on va attendre un petit peu avant de lancer la bande-annonce de ce film-là, ce qui va me donner des images pour commenter ce dont on va parler ce soir. Et on va commencer peut-être par regarder ce teaser-là, donc que je n'ai pas vu. Hop, swing, swing, swing. Everybody's talking swing. Donc on va regarder cette bande-annonce de teaser de Godzilla Cross Kong 2024. Donc c'est l'année prochaine, ça sort. Et on va peut-être discuter un petit peu de pourquoi est-ce que à la fois c'est une licence qui m'est pas non plus complètement antipathique, mais pourquoi je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a posé problème, en tout cas dans Godzilla vs Kong, qui peut-être ne sera pas le cas dans celui-ci, mais voyons voir en tout cas. Donc ça commence sur un gros singe
qui n'est pas King Kong, visiblement. Vous avez le son? Il est peut-être un peu fort, d'ailleurs. C'est un teaser, du coup. C'était vraiment un teaser qui tease, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui nous sera montré. Bon, je pensais que j'aurais aimé que ce soit un poil plus quand même, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Je vais la remettre en boucle dans le fond, en faisant hop, lire en boucle, clac. Voilà, mais ouais, c'est... Alors, bon, bah, on voit pas grand-chose, donc j'ai pas grand-chose à commenter. Il y a visiblement, ils se sont fait marave. Voilà, c'est ça, je pense, le message de cette bande-annonce, c'est ils se sont fait soulever par... je ne sais pas. Est-ce que c'est le fils de Kong? Est-ce que c'est Son of Kong, le film? Enfin, est-ce que c'est une référence à ça? Est-ce que c'est un orang-outan diabolique? Est-ce que c'est ça a l'air d'être un rouquin déjà, donc il les a défoncés, hein. Il les a complètement démontés. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire parce que là vraiment on ne voit rien. Donc ça annonce, ça tease en tout cas un nouveau personnage hyper vénère. Je sais pas s'il y a un robot géant. Non, ce n'est pas un robot, je pense. Au moins, on n'est pas spoilé. Oui, non, mais après, c'est un teaser, hein. De toute façon, je m'attendais pas à grand-chose de plus que ça. Mais je ne sais pas du coup quoi commenter. C'est une ref au Dark Vlad dans Dofus. Je connais pas Dofus. On dirait une version orang-outan de Kong. C'est son cousin. C'est peut-être un perso des licences. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais alors, en tout cas, moi, ouais, le truc, en fait, qui me pose problème avec globalement la licence Kong Cross Godzilla récente, et ce qui fait que moi, j'aimais bien, en fait, le remake, le Godzilla original de 2014, c'est que il y avait, en fait, à ce moment-là, quand même une notion j'allais dire de sacré autour du monstre, mais du coup, c'était que Godzilla. C'est vrai qu'en fait, ça me pose un peu problème, la façon dont King Kong est devenu ça, en fait. C'est-à-dire que je comprends le côté un peu bis de la notion du personnage qui est un gros singe tout vénère. Merci beaucoup à toi, Dax, pour le 12e mois de sub. Ça fait un an, joyeux anniversaire à toi. Je comprends pourquoi est-ce que ça peut être considéré comme un délire bis, en fait, parce que c'est un gros singe et qu'il est tout vénère et qu'il casse des trucs. Je comprends que voilà, je comprends d'où ça vient. C'est-à-dire que je comprends que depuis Guillermine et même en fait avant, mais que c'est devenu vraiment un truc un peu d'exploitation, qu'il y a eu plein de trucs de type War of the Monster, les trucs à la comment ça s'appelle Rampage, que ce soit le jeu, le film, des trucs comme ça en mode vraiment vas-y, ça c'est de la castagne, c'est pulp, c'est pop, c'est coloré, ça défonce des gros buildings. Mais c'est vrai que moi, je me souviens au moment de la sortie de Godzilla vs Kong, donc il y a quelques années, là, pendant le confinement, qui était un film que les gens étaient quasiment obligés d'aller voir parce que sinon ils allaient détruire le cinéma, nous disait le marketing. Mais en fait, il y avait ce côté vraiment... Il y avait un argumentaire en fait qui tournait à ce moment-là sur ce film-là, où quand tu disais mais c'est un peu couillon parce que c'est pas très... Il y a pas mal de problèmes de scénar, c'est assez... c'est juste... ça va pas très loin dans ce que ça raconte et tout. On rétorquait, je pense, un peu facilement, quoi, mais tu t'attendais à quoi d'un film avec Godzilla versus Kong? Et donc on sous-entendait par rapport à ça, tu t'attendais à quoi en allant voir un film avec un gros singe et un gros lézard qui se casse la gueule, quoi. Et en fait, c'est quand même mettre de côté vraiment la dimension un petit peu, comment dire, pas sacrée, parce que rien ne l'est, mais je veux dire l'importance de ces personnages-là. Alors, bon, moi, je connais pas bien Godzilla non plus, je connais l'original et tout, mais je sais que ça a quand même du sens, quoi, que ça représente quelque chose, que c'est un film qui est pas bête, Godzilla, quoi. C'était pas juste... Certes, il y a toujours eu ce côté divertissant, mais je veux dire, il y a quand même un truc sur Hiroshima, il y a un message quand même dans Godzilla, c'est pas... Et King Kong, c'est quand même, moi, selon moi, un des films les plus importants, en fait, de l'histoire du cinéma de tous les temps. Et le truc qui est compliqué avec King Kong, c'est que c'est tellement dans ma tête en fait une icône, parce que ça a tellement créé des vocations en fait de cinéastes, c'est tellement à la source d'un nombre incalculable en fait de films, de gens qui se sont lancés dans le cinéma juste
pour essayer de reproduire dans les yeux d'autres gens l'émerveillement qui était dans les leurs au moment où ils ont vu King Kong au cinéma ou après à la télé ou quoi, que du coup j'ai beaucoup de mal avec cet argumentaire de mais ouais mais c'est tu t'attends forcément à un truc divertissant débile de bagarre de monstres avec King Kong. Je pense qu'il y a un côté beaucoup plus prestigieux en fait à la licence King Kong en fait qui est là depuis le début, qui certes a été perdu avec le temps, et je comprends que c'est pas un truc de l'époque moderne parce qu'effectivement il y a plein de films d'exploitation dans les années 70 sur l'impulsion du Guillermin mais qui est nul et qui du coup ont complètement rendu de transformer King Kong en personnage de bis quoi, en personnage presque gimmick de blague. Mais en fait, il y a tellement en plus quelque chose d'imbriqué dans le personnage de King Kong qui a à voir avec vraiment le cinéma, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre... Pour moi, en fait, c'est compliqué. Si tu prends pas au sérieux le personnage de King Kong, c'est compliqué de dire que tu prends au sérieux ce qu'est le cinéma. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait c'est un truc tellement iconique, c'est tellement une pure icône d'image qui absolument, il y a un côté vraiment hallucinant dans le premier. Et moi je trouve qu'il a pas tant vieilli que ça. Celui de 33, il peut être regardé encore aujourd'hui. C'est quand même, il y a quelque chose de vraiment de grandiose en fait dans le spectacle qui est offert aux gens. C'est pas du tout un délire de divertissement. En fait, si, il y a un côté divertissant, bien sûr, parce qu'il y a un côté grand spectacle, mais il y a vraiment un côté genre, voilà ce que le cinéma peut faire. Il y a cette espèce de démonstration dans le projet de King Kong, qui est un film, je pense on fera un jour un live où on parlera juste de King Kong, en fait, parce qu'en plus, c'est un film qui a une gestation, une histoire complètement passionnante, mais au-delà de ça, juste si on considère le pur impact, de la pure démesure du spectacle qui est proposé dans King Kong, il n'y a pas ce côté petit film de fun à la cool, il y a ce côté de... C'est un film qui va vous montrer que le cinéma, ça peut aller au-delà de tout ce que votre imagination peut considérer, au même titre que je sais pas moi, que Le Seigneur des Anneaux. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est remaké par Peter Jackson, King Kong. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué pour moi les gens qui font des blagues en mode ouais, King Kong, vas-y, c'est un gros singe, il fait poum poum, il éclate des trucs. Tu vois, mais c'est pas vraiment ça en fait, c'est pas vraiment ça. Et du coup, c'est vrai que là, dans cette saga-là, il y a cette espèce de démarche de vraiment, et donc King Kong contre Godzilla, enfin Godzilla versus Kong, je sais plus comment il s'appelle, là dans le dernier quoi, là on s'en bat les couilles quoi, là c'est vraiment en mode c'est même plus Skull Island où il y avait encore un côté un petit peu vieux film d'aventure un peu pulp, un peu rigolo quoi, où là c'était vraiment juste des destructions de villes comme on pourrait le voir c'était bien fait par contre, hein. Il y a des scènes sympas en termes de pure comment dire de pure scène de bagarre quoi. Mais on perdait en fait quelque chose qui pour moi est au cœur du spectacle de ces films-là, qu'on ne perd pas dans le premier Godzilla de 2014. Peut-être c'est pas 2014, mais en tout cas c'est de cet ordre-là. Mais qui est que ce que j'aime en fait devant ce type de spectacle, il y a une question d'échelle. Et en fait, j'aime me sentir petit devant ces films-là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose... Alors, ça marche moins dans les vieux films, parce que du coup, même King Kong de 33, évidemment, les effets spéciaux sont plus exactement à la pointe de la technologie. Donc, il n'y a plus cette sensation de vraiment de... Mais il y avait ce côté-là, quand même, l'écran est immense. Ça projette une image qui est dantesque et grandiose et complètement démesurée. Et toi, dans ton siège, tu te sens vraiment petit. Et ça, ils avaient réussi, je trouve, à le faire ressentir dans le premier Godzilla. Alors oui, c'est un peu verbeux comme film, et je comprends, parce qu'il y a plein de gens qui ont trouvé ça chiant, ce que je peux comprendre à un certain degré, mais moi ça m'a pas dérangé parce que c'est aussi le propre des films de cette époque-là. On va parler là d'un film qui est très verbeux aussi, qui date de 53, donc qui est très verbeux aussi. Moi ça me dérangeait pas ça, mais en tout cas il y avait certaines scènes où on percevait Godzilla, notamment la scène évidemment de la descente du saut en parachute, il y avait cette sensation de vraiment, avec les moyens modernes de 2014, c'est-à-dire sans singer la mise en scène des vieux films, en fait, juste vraiment, il y avait ce côté, les nouvelles technologies au service d'une sensation qui est proche, en fait, de celle que j'imagine on pouvait ressentir quand on allait voir les films à cette époque-là, c'est-à-dire cette sensation de se sentir tout petit face à un spectacle démesuré, voilà. Donc, moi, je trouvais ça vraiment bien. Franchement, en vrai, les meilleures scènes de Cloverfield me font ressentir un peu ça aussi. Ce côté vraiment où on est tout petit par rapport à ce truc qui est gigantesque, qu'on a même du mal à percevoir en entier, ce qui donne un côté encore plus terrifiant à la bestiole, qui dépasse en fait l'entendement des personnages. Et je trouve que c'est joliment mis
comment dire, en image dans certaines scènes, en tout cas, du Godzilla que je trouvais vraiment sympa. Là, dans Godzilla vs Kong, t'as vraiment l'impression de jouer à, comment ça s'appelle, les jeux sur Neo Geo, quoi, à War of Monsters, etc., où ils pètent des trucs, ou à Rampage, où du coup, t'as la caméra qui peut se permettre quand même de prendre vraiment du recul et tu les vois se bagarrer. Et en fait, c'est rien d'autre qu'un combat de catch avec quand même un petit sens du gigantisme. Ils ont pas laissé ça complètement de côté, mais c'est un gros combat de catch où ça casse des trucs autour, quoi, où il y a un mobilier destructible. En fait, c'est à peu près ça, quoi, ce qui est pas toujours mal fait, hein, mais ce qui, du coup, je trouve, perd en fait. Non seulement du coup ça fait perdre que j'allais dire du respect, mais c'est pas une question de respect tant que ça, mais ça fait perdre la sensation que je décris d'être vraiment petit par rapport à un truc qui nous dépasse et où vraiment King Kong en fait est presque l'incarnation du spectacle en fait qu'il est en train de montrer en fait. C'est ça le truc qui est cool. Il y avait j'ai un ancien prof de BTS qui avait une théorie rigolote sur King Kong de 33 qui disait que King Kong était l'incarnation en fait des spectateurs de cinéma. Ce qui est assez intéressant, ce qui est assez rigolo, vous pouvez y réfléchir chez vous, n'hésitez pas, ça vient pas de moi cette théorie, ça vient de lui, mais c'était assez marrant. C'était parce que du coup c'est une actrice, il y a Faye dans le film qui du coup les spectateurs de cinéma prennent la star, la bousculent un peu parce qu'ils l'aiment bien, mais ils se rendent pas compte qu'ils peuvent la casser, quoi. Donc il y a ce truc là qui est un peu marrant, voilà. C'est quoi ton opinion sur le King Kong de Jackson? Alors j'aime pas tout dans le King Kong de Jackson, mais je trouve que lui pour le coup ne perd pas ça. Le côté spectacle démesuré, etc., est vraiment complètement conservé pour le coup parce que Jackson, lui, a compris ça. Je pense que Jackson s'inscrit aussi en porte-à-faux par rapport à la façon dont a été traité le personnage par le passé, et notamment dans les années 70, et que donc il a envie de rendre presque ses lettres de noblesse à la créature. Le truc, c'est que du coup, ça fait un petit peu... Il y a des moments où il y a un côté un peu trop rétro, un peu trop nostalgique, je trouve, dans le truc, dans le film de Jackson, que j'aime pour autant beaucoup, hein, que je trouve extrêmement sympathique, qui est une des meilleures incarnations, je trouve, du personnage de Kong. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu trop fan-film du premier, mais en même temps, c'est ce que c'est, puisque Jackson était un immense fan de King Kong, comme l'ont été nombre de gens. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur cette saga-là. Néanmoins, je vais quand même aller voir ce prochain film parce que c'est pas non plus des films que j'ai trouvé désagréables à regarder. Dans le sens où, mais ça aurait dû presque être une adaptation soit de Rampage, parce que c'est une merde, l'adaptation de Rampage aussi, enfin qui est une merde, qui a ses séquences rigolotes, mais qui est quand même une bouse. Ça aurait pu être une adaptation de Rampage ou une adaptation de War of the Monster sur Neo Geo, quoi, presque. Je trouve que le fait de l'accoler à ces licences prestigieuses, en fait, que sont King Kong et Godzilla, ça diminue le truc. Alors attendez, c'est vraiment hyper troublant cette fascination et cette verve que tu as pour King Kong, tant pour le folklore et que les conséquences dans l'industrie du cinéma de genre. J'éprouve exactement la même chose pour la créature de Frankenstein et ses nombreuses incarnations. Je dois être l'un des rares à défendre bec et ongle la version de Kenneth Branagh avec De Niro dans le rôle de la créature. Non, qui est intéressante, hein. Qui est intéressante. Moi, après, c'est pas ma préférée non plus. J'adore, je préfère de loin. Oui, tout à fait. Spytrix, c'est bien Monsieur Audi qui avait cette théorie. J'imagine que tu l'as eu aussi en prof et qu'il a dû t'en parler également. Mais ouais, c'est lui qui me parlait de ça. Ce qui est pas débile du tout, en plus, comme lecture du film de King Kong. Mais non, je vais pas complètement défoncer. Tu aimes bien les films de Roland Emmerich pour les films de destruction. Alors, pas Godzilla. Roland Emmerich, Godzilla, c'est chaud, c'est l'angoisse. Je trouve qu'il est angoissant son film. Mais il y a certains films de Roland Emmerich que j'aime un peu bien. Ben, c'est un réal de merde, en fait. C'est un réal d'une pauvreté hallucinante. Mais en même temps, moi, j'avais pile l'âge pour regarder Independence Day. Et donc, quand je l'ai vu au cinéma, j'étais extrêmement satisfait. Il y avait ce côté gigantisme aussi dans les séquences de destruction et tout. Il a un style. Voilà, il y avait des trucs, mais c'est quand même, il a fait quand même. Moi, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal avec Stargate. Moi, c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Pourtant, on a notre ami Jean Reno. Mais alors, grosse carotte, moi, Jean Reno, je trouve qu'il est hyper surcoté. En fait. Je l'aime bien en tant que personnage, mais en fait, sa filmographie, les films, tu vois, il y en a. Moi, mon film préféré avec Jean Reno, c'est Porco Rosso. Tout à fait, tu vois, de très loin. Ou Le Roi Lion. Super aussi, super dans Le Roi Lion. Mais je le trouve assez surcoté, hein, Jean Reno. Moi, je trouve qu'il a surtout une gueule. Il y a une imagerie, en fait. Il y a un personnage, Jean Reno, qui est assez rigolo, assez chouette, quoi. Mais après, les films vraiment dans lesquels il joue vraiment, ils sont pas ouf, je trouve. Ils sont rarement ouf, quoi. Wasabi, tu vois, voilà, on a cité très bien. Léon, il y a des trucs que je trouve intéressants, mais il joue très bien, par contre, dedans.
Léon, c'est surtout qu'il joue très bien. Mais si, ouais, non, voilà, Léon. Mais c'est-à-dire, tu sors ça, c'est pas des films de ouf, quoi. Moi, Le Grand Bleu, ça me fait un peu chier. Voilà, ça me fait un peu chier. Les Rivières Pourpres, c'est pas le meilleur non plus, je trouve. Il y a quelques trucs qui sont pas ouf. Les Visiteurs, c'est rigolo, mais parce que voilà, j'étais petit quand c'est sorti, quoi. Mission Impossible, il est ouf. T'abuses, c'est pas mal, Léon. Oui, non, c'est pas mal, Léon. Mais c'est voilà, c'est presque. Il y a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Parce que pareil, voilà, on cite Ronin. J'aime bien Ronin. Mais c'est ça aussi, Ronin. J'aime bien Frankenheimer. C'est pas voilà, c'est pas non plus un rôle de ouf, tu vois, je vais pas le retenir de malade, quoi. Après voilà, c'est pas non plus, je vais pas non plus dire globalement du mal de sa filmographie, il y a des trucs sympas et tout, mais je veux dire, je dis juste qu'il est surcoté par rapport au fait que c'est un acteur culte, en fait, que parfois t'entends des gens parler de Jean Reno en mode c'est vraiment un truc de malade à quel point c'est un acteur génial. Ça veut pas dire qu'il a pas joué dans des bons films, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est juste ce que je dis, c'est que par rapport, je trouve, c'est l'inverse de Tom Cruise parfois dans des conversations, Jean Reno. C'est-à-dire Tom Cruise, c'est typiquement il y a plein de gens, tu discutes d'eux avec Tom Cruise et ils vont te dire c'est vraiment un acteur de merde, et tu fais mais attends, il a vraiment une filmo de malade quand même. Genre après t'aimes ou pas la façon dont il joue, mais il y a quand même plein de chefs-d'œuvre. Enfin, il y a des films de ouf dans la filmo de Tom Cruise, tu vois, depuis le début, hein. Pas depuis le début, mais depuis quasiment le début. C'est genre 20 ans, 30 ans de films de malade, hein, Tom Cruise quand même. Mais quand même, il y a des gens, et je pense que c'est juste l'image qui dégage en fait. Du coup, ils le trouvent pas sympa et ils disent c'est un acteur de merde. Et tu fais, mais en vrai, et Jean Reno, c'est un peu l'inverse, où il y a des gens qui vont dire c'est un acteur incroyable et tout. Et tu fais, d'accord, mais dans quel film? À dire Léon, oui, ok, ça c'est cool. Et puis après, il y a 2-3 autres films qui sont sympas, mais globalement, c'est pas énorme, quoi. Enfin voilà. Mais est-ce que ça existe un film où Tom Cruise ne court pas? Je pense que tu peux en trouver, forcément. Du coup, pour toi, un bon acteur, c'est un acteur qui joue bien ou qui est dans des bons films? Un vrai bon acteur, c'est un acteur qui arrive à concilier les deux. C'est-à-dire qui arrive à bien jouer dans des bons films. Parce qu'il y a aussi un choix, évidemment, que du film. Après, c'est compliqué parce qu'un acteur choisit pas toujours les rôles dans lesquels il joue. C'est pour ça que des débuts de carrière, c'est compliqué de juger un début de carrière, quoi. Parce que, évidemment, que tu travailles. Donc, tu as besoin Mais après, une fois que tu as une certaine autorité, je pense que tu choisis. Tom Cruise, une de ses grandes qualités, c'est aussi de savoir choisir les réalisateurs avec qui il bosse et les films pour lesquels il bosse, quoi. C'est vrai que c'est rare de trouver un acteur comme ça, et particulièrement une star des années 80 qui a enchaîner autant de non prestigieux de réalisateurs que Tom Cruise, c'est vraiment très rare, quoi. Il les a tous faits, hein. Il a fait du Scorsese, il a fait Spielberg 2 fois, il a fait Michael Mann, il a fait Kubrick, il a fait tout ce que tu veux, il les a fait, quoi. C'est assez stupéfiant, hein, Tom Cruise, dans son choix de film. Et puis il joue très bien dedans aussi, donc ce qui ne gâche rien, je trouve. Tom Cruise joue très bien la parodie de Tom Cruise, genre Magnolia. Je sais pas si c'est une parodie de Tom Cruise dans Magnolia, mais il joue effectivement très bien dans Magnolia. Dans Tropic Thunder, il est fantastique aussi. Merci à toi, Dracojo, pour le 2e mois d'abonnement, dont 1 mois consécutif. Par exemple, tu peux avoir les choix de films de Nick Cage, mais moi je trouve ça intéressant. Hello Karim, perso, je trouve Wasabi incroyable comme film. Ah, c'est nul, mais d'une façon géniale. Ok. Je comprends. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'avais un. Je comprends. Il était effectivement. C'est suffisamment débile pour être considéré comme sympathique. Tom Cruise, franchement, c'est rare. Moi, c'est rare les films où tu. Enfin, genre dans Collateral, il est super. Comment ça s'appelle? Dans Magnolia, il est génial. Dans sa filmographie des années 2000, elle est fantastique. Moi, La Guerre des Mondes de Spielberg, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je le trouve fantastique. Dreamline qui dit Messaïra et moi, on adore Wasabi. Et Quasimodo del Paris, putain, ah ouais. Je l'ai vu au cinéma, Quasimodo del Paris. Non. Mais vous, pour la blague. Encore que. Ouais, Rainman, Minority Report, comment merde, j'ai le temps de dire. Même le né un 4 juillet, comment je fais ça parce que c'est le billard. Merde, la couleur de l'argent. Ça déchire aussi. Moi, j'adore Tom Cruise. Je trouve qu'il a. Le Dernier Samouraï, c'est pas ouf. Mais vas-y, mais faut chercher pour trouver des films pas ouf. Edge of Tomorrow, c'est cool. C'est super cool. Ah voilà. Mais alors tout ça pour dire que du coup voilà, donc La Guerre des Mondes, la seconde partie est nulle. Je suis pas d'accord. Je sais que c'est beaucoup. Oui, j'ai vu l'original avec c'est Paul Newman, mais non, mais j'aime bien la couleur de l'argent quand même. Mais t'es pas le seul. Il y a des gens qui reviennent sur ça. Oblivion, j'ai trouvé ça intéressant. Oblivion, c'est un moment important dans l'histoire des effets spéciaux aussi. Peut-être qu'on en parlait. On en parlera. La fin de La Guerre des Mondes est éclatée. Mais non, mais ouais, mais
Franchement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais je sais que c'est un avis assez commun. On m'a dit beaucoup de fois que vas-y, la fin, elle était complètement. Déjà, elle est précipitée de ouf, et puis elle est Deus Ex Machinesque. Mais en même temps, si, les Deus Ex Machina dans le cinéma de Spielberg, c'est comme ceux du cinéma de Tarantino, ils ont du sens, quoi, dans ce que ça signifie. On fera un stream spécial où on parlera de ces films aussi. Là, pour l'instant, on va donc parler d'un film. Donc, je vais vous montrer une bande-annonce que j'espère trouver. Merci à toi, Drava, pour l'adorable 14e mois d'abonnement que tu viens de prendre. C'est absolument sympathique. J'ai jamais vu un film nul avec Tom Cruise. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y en a pas tant que ça. Mais j'ai revu il y a pas longtemps, je trouvais ça catastrophique. Tu dis catastrophique, La Guerre des Mondes. Ah non, 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 moi je l'aime beaucoup. Moi je l'aime beaucoup. Je défends ce film de ouf. Si vous voulez, on fera un stream spécial où on comparera peut-être à la première adaptation, où on parlera d'H.G. Wells éventuellement, ça peut être intéressant aussi. Merci à toi, Dangerous Cantal. Tu as un blast de ouf. Fantastique fromage des enfers. Alors, du coup, ce que je voulais faire, c'était vous montrer d'abord la bande-annonce du film dont on va parler ce soir, donc que je vais vous recommander parce que c'est un film sympathique. C'est pas un chef-d'œuvre du tout. C'est j'allais dire un film bis dans ce que ça a d'assez noble. Voilà. Jack Reacher, c'est bien. Ah, Jack Reacher 2, c'est nul. Jack Reacher 2, c'est nul de ouf. C'est même étonnant à quel point c'est nul. Mais Jack Reacher, c'est pas mal. Après, je crois que les fans, peut-être, des romans, trouvent ça pas ouf parce que ça prend des grandes libertés, notamment dans le fait de caster Tom Cruise dans le rôle de Jack Reacher, qui est beaucoup plus proche, en fait, de la série Reacher. Merci beaucoup à toi, Marvrick 99999 pour ton prime, tu déchires. Bon, donc, du coup, The Beast from Thousand Fathoms. Donc la bébête du très en dessous, original theatrical trailer, release par Warner Bros. On pouvait pas trouver mieux, dans une qualité dégueulasse. Dans une qualité dégueulasse. Alors attendez, peut-être qu'il y a mieux. HD, peut-être si je tape HD. Haute définition. Official trailer. 720p. 720p, ça fait l'affaire. Ok, donc je remets cet écran-ci. On va regarder ça. Je vais peut-être simplement vous pitcher le film avant. Je vous pitch le film avant. Vous allez voir, ça va vous rappeler des trucs. C'est intéressant aussi. Le scénar est hyper intéressant. Merci à toi, Curiop, pour le 5e mois d'abonnement, dont 3 mois consécutifs. C'est hyper généreux, hyper sympathique. Donc en gros, le film dont on va parler aujourd'hui, qu'est-ce qui se... La momie, c'est nul à chier. Je suis tout à fait d'accord. Ça, par contre, c'est très mauvais. Donc... C'est un film de 1953 et la date est importante et vous allez comprendre pourquoi. Donc en gros, The Beast from 20,000 Fathoms, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est le monstre des temps perdus, machin. En gros, c'est l'histoire donc de scientifiques. C'est des scientifiques et le héros s'appelle, je sais plus son prénom, c'est Tom ou un truc comme ça, mais son nom de famille en français c'est Nesby, mais en anglais c'est Nesbitt. Et moi, je pense que... Parce que je comprends du coup pourquoi en français c'est Nesby, mais je pense qu'il faut l'appeler Nesbitt parce que c'est comme ça. Donc, ce scientifique-là fait partie d'une expédition de gens qui vont, je sais plus où, en Arctique, en Antarctique, quelque part, là où il fait froid, dans la neige. Et pourquoi? Pour faire des tests de la bombe nucléaire. Donc, parce que c'est des scientifiques de la bombe nucléaire. Donc, en tant que scientifiques de la bombe nucléaire, ils se baladent dans des endroits un peu perdus, ils font péter des bombes nucléaires comme ça, hop, boum, boum, à la Chirac. Ils se font des chiraquesques, des chiraqueries, comme ça, bam, boum, et ils font péter une bombe nucléaire. Cette bombe nucléaire fait fondre de la glace qui contenait un Rhédosaurus, c'est ça, un Rhédosaure qui était là depuis des centaines de millions d'années, congelé dans la glace. Et donc il y a un des scientifiques, Nesbitt, qui le voit. Il voit le Rhédosaurus comme ça se balader de façon un peu stylée, hop, derrière le truc. Donc il se dit merde, waouh, on a peut-être déconné. On a peut-être déconné avec la bombine. Donc du coup, il essaie de prévenir les gens. Il dit mais attention, quand même, je crois qu'on a déterré un Rhédosaurus. C'est pas ouf. Et les gens lui disent mais t'es con, vas-y, t'as une hallucination parce que tout ça, l'explosion machin nucléaire, ça t'est rentré dans la tête, ça t'a... Mais en vrai, il n'y a pas de Rhédosaurus, espèce de débile, puisque les trucs peuvent pas rester hibernés 100 millions d'années, et ce qui est vrai. Donc il fait non, je vous jure, et on le croit pas. Et du coup, il devient pote avec un paléontologue il essaie de le convaincre et tout, et au final, bon, je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais en gros le gros du film c'est évidemment que le rhédosaure en question va arriver à New York, si je ne m'abuse, oui c'est ça, à New York, et casser des trucs autour de lui. Donc c'est un Godzilla, mais vous avez bien retenu la date, 1953, soit un an avant Godzilla, le premier film qui met en scène Godzilla en 1954, le film japonais. Par conséquent, il s'agit en fait du premier film avec une explosion nucléaire qui fait revivre un gros monstre qui pète des villes. Voilà.
Donc c'est hyper en fait précurseur et on va regarder du coup maintenant que je vous ai spoilé, je vous ai raconté un peu le pitch du truc, on va regarder l'abondance. C'est pour ça que c'est un film intéressant que je vous recommande vraiment vivement d'aller checker. Voici l'abondance de ce film. I say there are things better left unsolved. Who knows what waits for us in nature's no man's land? Pas de sous-titres, je suis désolé. Impossible, unbelievable, fantastic. But I tell you, it could happen. It could happen. It could happen. It could happen. Yes, it could happen. For various authorities believe that buried somewhere under the polar ice cap, in a state of suspended animation, are the awesome creatures, the leviathans that roamed the earth at the dawn of time. And under certain conditions, a nuclear explosion could free one from his icy tomb. Then, guided by instinct, the beast would come back to the caverns of the deepest Atlantic where it was spawned. An armored giant, wreaking his prehistoric fury on modern man and his puny machines. Cities would be terrorized by the cruel intruder from the past. Elle est cool, la bébête. Populations crazed and panicked with fear by its destructive force. Granite and steel would crumble. Soldiers and their weapons would be powerless before the onslaught of the beast. The beast. The beast. The beast from 20,000 fathoms. Herald Square, 34th Street, Broadway. Every section of the city is guarded. No one knows where the monster will strike next. Another one, Colonel? No. You know where the radioactive isotope is? No, but if it can be loaded, I can fire it. I'll load it. Just remember one thing. This is the only isotope of its kind this side of Oak Ridge, so you can't miss. Voilà, donc un film, ma foi, extrêmement intéressant. Donc je vais juste, hop, cacher ça, parce que du coup, maintenant, on rentre en mode discussion autour de ce film-là, The Beast from a Thousand Fathom. Donc c'est un film hyper intéressant qui, comme je vous l'ai dit, est absolument précurseur. Alors ce n'est pas le premier film, disons, de monstres, parce que, évidemment, celui qui, en gros, met en scène pour la première fois de façon... Je veux dire, où on s'en souvient des gros monstres, c'est le Monde Perdu en 1925. Donc c'est bien après, évidemment. Je vais juste, avant de commencer à dire tout ça, remercier les gens qui ont pris des subs, parce qu'il y en a pas mal, et ça fait super plaisir. Et merci infiniment encore une fois à tous. Vous êtes la raison pour laquelle ces streams existent. Et c'est vraiment un grand plaisir. Donc vous avez fait plein de vannes, n'importe quoi. Vous avez fait plein de vannes. La meilleure, c'est The Thing Kong. Donc mélange entre The Thing et King Kong. Pas mal. Elle est vraiment bien. Merci à toi Billing06 pour le sub, tu déchires. Merci à toi Mahoméa, tu offres énormément de subs sur cette chaîne, 35 en tout, et tu en as offert 5 aujourd'hui à Evil Cheyenne, à Luxessa1, à Linanouille, à Plastic Pony, à GG83000. Bienvenue à tous les amis, n'hésitez pas à remercier Mahoméa qui vous rince, qui vous fait plaisir. Merci à toi Angry Onigiri, oh là là, c'est terrible, tu es pourtant si délicieux. Merci à toi pour ton prime, tu déchires de ouf. Merci à toi Demi-Pêche qui dit bien le bonsoir aussi, je t'embrasse très très fort. Merci aussi à toi Matalinou pour le 3e mois d'abonnement, tu déchires. Donc alors, The Beast. Donc c'est un film quand même extrêmement important, non pas parce que effectivement c'est pas le premier film qui met en scène même des gros dinos, mais c'est quand même... déjà, c'est le film qui lance la carrière de Ray Harryhausen, donc qui avait juste avant ça avait quand même bossé avec O'Brien, mais
voilà, en tant qu'assistant, vraiment. Donc là, c'est le premier film où il est vraiment dessus. C'est aussi un film très important pour la personne qui a écrit la nouvelle, ou le roman. Non, c'est une nouvelle. La nouvelle sur laquelle repose ce film. Et ça, on va en parler juste maintenant. Peut-être pour introduire les personnes importantes du projet. En l'occurrence, donc j'ai déjà cité Ray Harryhausen, qui est la personne qui s'est occupée de l'animation en stop motion de la créature, qui est évidemment l'attraction principale, qui donne son titre au film, qui est le truc que tu viens voir quand même quand tu vas voir un film comme ça. C'est bien sûr la bébête, donc c'est lui qui est à la tête de ce truc-là. Il y a aussi, du coup, donc je peux le dire maintenant, Ray Bradbury, du coup, qui est un auteur très célèbre pour tout le monde connaît Fahrenheit. Merci beaucoup à toi, Buzzy pour le Prime, tu déchires de ouf. Il y a aussi donc Ray Bradbury, qui est un auteur de science-fiction émérite, qui est connu pour Fahrenheit 451, qui a été adapté au cinéma par Truffaut bien plus tard, mais qui est un auteur de SF fameux et célèbre. Donc c'est lui qui écrit en fait la nouvelle sur laquelle est basé vite fait le film, et également du coup le réalisateur Eugène Lourier, qui, là j'ai dit Eugène Lourier, comme vous l'avez entendu, le blaze sonne français. Et du coup, en gros, Eugène Lourier, donc c'est un réalisateur d'origine russe, si je ne m'abuse, mais qui est français. En gros, lui, donc, en fait, il n'est pas très connu pour son travail de réalisateur. Ça, c'est le premier film qu'il réalise. C'est celui-ci. Mais en gros, il est connu pour son travail de déco, à la déco et à la direction artistique de nombre de films depuis les années 30, pour notamment Jean Renoir. Il n'a pas bossé que pour Jean Renoir, il a bossé pour d'autres gens, Ophuls, machin, etc. Mais il est connu beaucoup pour avoir bossé notamment sur La Règle du jeu et sur la Grande Illusion et plein d'autres trucs. Enfin, il a une carrière absolument gigantesque en tant que chef déco, en tant que directeur artistique. Mais il a réalisé très peu de films. En fait, il en a réalisé 4. Les 4 sont des productions, disons, de divertissement, de ce type-là. C'est-à-dire, le premier, c'est La Bête, The Beast from 2000 Fathoms. Et les 3 films qui vont suivre sont en fait pas des variations, mais des films qui lui ressemblent beaucoup, quoi. Il y a le Colossus of New York, Giant Behemoth et Gorgo, qui est un film qui est débile. Qui est débile, mais qui néanmoins est assez sympathique et qui aussi s'inscrit complètement dans ce délire kaiju post-Godzilla. Donc il a une carrière de réalisateur qui s'étend de 1953 pour ce film-ci à Gorgo en 1961. Et ensuite il a arrêté parce qu'il en avait marre en fait qu'on lui demande de faire que des films de monstres, parce que le film dont on va parler, dont on est en train de parler, a été plutôt un succès en fait, parce que pour un tout petit prix qui est de, je vous ai dit, un budget à peu près de 200 000 balles, il en a rapporté quand même quelques millions. Il a mis du pain sur la table de pas mal de gens. Voilà, et donc du coup c'est donc un projet intéressant que celui-ci, parce que alors il lance la carrière de Ray Harryhausen, évidemment, puisque c'est là qu'il peut prouver un petit peu ce qu'il sait faire. Donc après, il fera, je vais regarder vite fait, je vais sur le Wikipédia, hop, tac, tac, tac. Voilà, il fera ensuite... le deuxième truc pour lequel je le connais, parce que j'ai pas vu, ensuite il a fait un film qui s'appelle It Came From Beneath the Sea, donc celui-ci je l'ai pas vu, mais après il y a Earth vs The Flying Saucer, qui en français s'appelle, putain j'ai oublié le blaze de ce nom, le blaze de ce film, c'est Les Soucoupes Volantes Attaquent, voilà, qui est aussi connu de Fred Sears. Mais du coup, il fera en fait quelques années après, évidemment, le 7e voyage de Sinbad, c'est ça qui va lancer sa carrière. Mais ça lui a permis de vraiment faire ses armes dans le cadre d'un petit budget, donc et dans le cadre de la réalisation d'une bébête qui en plus correspond à ce que lui aime, puisque comme je vous l'ai dit, il est devenu fan d'effets spéciaux avec non seulement King Kong, mais aussi Le Monde Perdu de 1925, qui a lancé un petit peu son fanatisme pour ça. Le truc qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, quand il était jeune, donc Ray Harryhausen, en fait, il était très fan, comme je le disais, de King Kong, du Monde Perdu, etc. Et il était aussi accessoirement pote avec un autre Ray. Donc les doubles Ray et Ray. Et en l'occurrence, c'était Ray Bradbury, parce que Ray Bradbury, donc, qui est devenu un auteur de science-fiction à succès, était un pote de Ray Harryhausen à l'époque. Ils se connaissaient à l'école, en fait, et ils allaient voir des films ensemble au Cinoche, et notamment King Kong, et ce qui a lancé un petit peu leur passion globalement pour la science-fiction, pour le fantastique, etc. Là, en fait, c'est une histoire. Alors, Ray Bradbury, il raconte dans les bonus, il dit exactement comment il a eu cette idée-là, mais en gros, l'idée à la base, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment cette notion d'explosion nucléaire qui va ressusciter un monstre, etc. L'idée de base, elle est
Bon, elle est un peu plus con désormais, quand on pas avec le recul, mais elle est quand même assez rigolote. C'est qu'à la base, en fait, c'est une corne de brume. En fait, il y a un phare. Et il y a une corne de brume qui sonne à partir de ce phare. Et en fait, le monstre, donc, qui est un dinosaure qui a pas du tout ce look-là et qui ressemble beaucoup plus à comment ça s'appelle, un brachiosaure. En fait, du coup, il entend une corne de brume et il croit que c'est un autre dinosaure pote à lui. Et donc, il va rejoindre la corne de brume et il se rend compte que c'est juste un phare. Et du coup, il est triste et il meurt. Voilà. C'est tout, c'est tout ce que racontait en fait l'histoire de Ray Bradbury, qui a été publié dans je sais plus quel journal. Mais en fait, du coup, quand il y a la boîte de prod, qui était celle de Jack Dietz, a voulu adapter cette histoire-là, ils en ont parlé à Ray Rosen, qui a dit « Ah, mais c'est l'histoire de mon pote ». À la base, l'histoire, quand elle était sortie dans le journal, s'appelait The Beast from 2000 Fathoms, mais elle a été renommée ensuite Foghorn, ce qui veut donc dire la corne de brume. Et du coup, ça a été retravaillé. Il y a néanmoins une scène qui fait directement référence à cette nouvelle-là. C'est la scène où justement la bête arrive sur une plage et défonce un phare. Vous l'avez vu d'ailleurs dans la bande-annonce, il y a cette scène-là qui a été reprise et c'est en gros ce qui reste en gros de la nouvelle. Tout le reste est quand même assez différent. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle-là aussi, cette histoire, a un peu lancé la carrière de Ray Bradbury parce qu'elle a été lue par John Huston. Et en fait, quand il l'a lu, il a dit putain, c'est super. Il y a quelque chose qui est cool dans cette nouvelle. Écrit mon prochain film, et qui est donc l'adaptation de ACAB de Moby Dick. Voilà. Donc vous comprenez le lien très bien entre Moby Dick et ce qu'on vient de voir, des monstres. Voilà. C'est Ray Bradbury qui scénarise l'adaptation de Melville de Moby Dick, réalisée par John Huston. Pas longtemps après, genre dans les années 50 aussi. John Huston, qui était déjà un réalisateur très prestigieux, qui avait déjà réalisé de nombre de chefs-d'œuvre. Je vais juste faire une petite pause pour remercier les quelques personnes qui ont sub, puisque on ne vous arrête pas. Vous êtes d'une générosité totale. J'ai loupé ton sub, Milka, Milka en fait. Tu t'appelles. Je suis désolé, j'avais pas vu ton sub passer, mais je t'embrasse très fort. Merci à toi pour ta générosité. Juju BCG également. Merci beaucoup à toi. The Doggy Dog également. Tu es trop mignon. Joyeuses années, parce que ça fait 12 mois que tu as sub, tu me dis bien le bonjour et une bien belle soirée. Écoute, une bien belle soirée à toi aussi. Merci à toi, Young Trud aussi. Tu dis je réécoute ton épisode de Troll 2 à chaque fois et je me sens sad. C'est encore super bien. Ne sois pas triste du coup, fais-toi plaisir. Merci à toi aussi, AZ67, tu déchires. Je te fais des gros bisous. Je vous êtes parti sur encore plus de générosité. Merci à toi, Adexas Live, pour le Prime, tu déchires. Merci à Lily of the Welsh Valley également pour ton 7e mois d'abonnement. C'est absolument fantastique. Donc voilà, donc c'est en gros voilà, c'est un film qui certes sonne comme un petit truc, une petite production bis, mais en fait c'est comme ça que se construit aussi le cinéma. Hein. C'est par des merci beaucoup à toi Hydrozeus ou Hydrozeus pardon, Hydrozeus. Donc tu es tel Zeus, mais en lieu et place d'un éclair, tu as une vague splash. Tu envoies comme ça. Merci beaucoup à toi. Tu me dis Karim Tov, tu m'envoies plein de smileys, ça fait plaisir. Je te fais des bisous. Et d'ailleurs Adexas Live aussi, tu m'envoies des Karim Tov et ça fait plaisir. Mais alors du coup voilà, donc c'est aussi ça l'histoire du cinéma. C'est que ça se construit pas que sur des chefs-d'œuvre, et c'est bien ce qu'il faut admettre aussi, c'est qu'il y a des petits films comme ça qui payent pas de mine, qui sont faits pour une bouchée de pain, dans le simple et unique but de divertir l'assemblée, mais qui du coup trouvent leur place dans l'histoire du cinéma comme un truc qui en fait est plutôt important, puisque non seulement du coup ça lance la carrière de Ray Harryhausen, de Ray Bradbury, de Eugène Lourier, même si en vrai c'est quand même ça n'a pas donné grand chose, mais c'est aussi le début de sa carrière de cinéaste. Mais comme vous l'avez compris, donc le film sort en 1953. Je ne sais pas s'il y a directement, je crois, hein, sur le Wikipédia il y a écrit que oui. Donc il faut vérifier peut-être, mais j'imagine que ça a en tout cas inspiré à un certain degré Godzilla, qui sortira juste après. Donc c'est assez intéressant de voir que, ce qui est à peu près logique, hein, parce que de toute façon le nucléaire était, c'est le milieu des années 50, le nucléaire était un peu en tête de tout le monde, et puis évidemment les Japonais en ont fait quelque chose qui parle de leur traumatisme à eux, donc c'est tout à fait logique qu'ils aient repris ce truc-là, c'est l'intelligence de Godzilla, c'est d'incarner en fait ce traumatisme-là par cette créature, quoi, qui est ce que le cinéma permet en fait. Mais de toute façon, même au-delà de ce que ça a donné au Japon,
le nucléaire était un des thèmes importants. La science-fiction et la crainte des nouvelles technologies était quelque chose d'important à l'époque. Donc du coup, c'est tout à fait logique en fait de trouver ça comme une crainte majeure de qu'est-ce que ça pourrait donner si la technologie dérapait. Ce qui d'ailleurs est complètement dans ce type de film. Moi, ce que j'aime bien aussi dans les bis des années 50 comme ça, c'est qu'en fait les personnages disent très littéralement, très souvent le sens du film, ce qui est bon, un peu désuet désormais. Mais c'est-à-dire qu'il y a effectivement des scènes au début où ils parlent des essais nucléaires qu'ils sont en train de faire et ils sont en train de dire voilà, on espère que ça fera avancer l'humanité. Et il y a un personnage, du coup je crois que c'est Nesbitt, qui dit ouais mais enfin, il y a un des personnages qui dit j'espère que ça ira, le monde dans le futur à aller mieux, et le Nesbitt rétorque j'espère que c'est pas qu'on n'est pas en train de détruire l'ancien monde, quoi. Donc il y a cette espèce de truc évidemment de prise de conscience parce que c'est post Seconde Guerre mondiale, quoi. Il y a cette prise de conscience de ce que la technologie peut amener de pire, quoi. Et donc il y a évidemment que tout ce cinéma-là, étant donné que leur but c'est de faire flipper, quoi, parce que c'est ça le truc, ça fait flipper les gens, et étant donné qu'ils ont conscience de qui est leur public, ça les fait flipper avec des thèmes qui sont d'actualité, quoi. Donc mais c'est quand même super sympa. Alors en termes de pure fabrication, c'est tout à fait honnête. Évidemment, moi je trouve que c'est super la gueule du monstre. Vous en avez vu des extraits là dans la bande-annonce, évidemment. Moi je trouve que ça déchire. J'adore le style. Mais après, voilà, je sais que j'ai un point de vue peut-être un peu orienté parce que j'adore le travail de Ray Harryhausen, et notamment évidemment dans Sinbad, dans tous les autres films, dans Les Argonautes, etc. Je trouve que ça a lancé quelque chose de fantastique. Par ailleurs, je vous parlais il y a peu de Evil Dead en vous disant que c'était complètement ouf aussi. Voilà, typiquement, voilà ce que ça a donné après par effet de rebond dans le cinéma. Sam Raimi, ça l'a aussi beaucoup influencé, etc. Il y a quelque chose de très très beau dans cette technologie. Là où on en est évidemment au balbutiement de cette technologie-là, enfin au balbutiement, ça fait 30 ans que ça existe quand ça sort, ça. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. Donc c'est certain que évidemment si vous le comparez à ce qui s'est fait depuis en termes de stop motion, il n'y a pas encore de motion blur, bien sûr, parce que c'est logique en fait qu'il n'y ait pas de motion blur encore. C'est vraiment de la pure animation, vraiment image par image. En prenant ça en considération, néanmoins, moi je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça, et que c'est quand même très beau. Et les scènes d'attaque, en fait, notamment dans la ville, sont plutôt vraiment efficaces, quoi. Ça marche très bien. Le truc, c'est que c'est une production, comme je vous ai dit, qui a coûté 200 000 balles. Dans une interview, Ray Harryhausen dit 200 000 balles aujourd'hui, c'est même pas le prix d'un costume. Donc effectivement, c'est un tout petit budget. Ça a été racheté après par Warner. Ça a été produit d'abord pour 200 000 balles, puis racheté par Warner pour à peu près entre 500 000 et 1 million. Et c'est un bon business parce qu'ils ont fait pas mal d'argent avec. Mais c'est un tout petit budget. Et par conséquent, évidemment qu'il y a, j'allais dire, de la roublardise dans la façon dont on met en scène des attaques d'un monstre géant, puisque bien sûr, il n'y a pas les moyens de faire pendant tout le film, quoi, des attaques en plein jour, et par conséquent nombre de techniques sont utilisées mais qui fonctionnent bien, je trouve, pour faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. La première technique, c'est évidemment de ne pas beaucoup montrer le monstre. Ce qui est en fait la plus frustrante. Quand on regarde un film tel que celui-ci, c'était beaucoup le cas dans les années 50. Même quand vous revoyez The Thing from Another World, il n'y a pas tant que ça le monstre, alors que c'est beaucoup moins ambitieux que des scènes de destruction, Thing from Another World. Mais pour autant, on essaye, il y a un travail à l'économie de ce qu'on peut montrer, évidemment. Et là, en l'occurrence, bon, sur 1h30 que doit durer le film, 1h20, 1h30, 1h20 je crois, c'est plus proche de 1h20. C'est même pile poil 1h20. Je suis en train de voir le running time, 80 minutes. Il n'y a pas beaucoup du monstre non plus. En fait, le gros du film, c'est Nesbitt qui parle à des paléontologues et qui fait mais je vous jure, ça existe, quoi. Le paléontologue, il fait mais t'es con, ça peut pas exister. Lui, il fait si, je vous jure. Après, ça coupe, t'as une petite scène avec genre la bête, elle attaque un bateau. Et donc, il appelle le capitaine du bateau, il fait ouais. Ça existe, hein. Et le capitaine du bateau, il fait ouais, je l'ai vu. Il fait bah viens le dire au paléontologue. Et c'est ça pendant tout le film, en fait. C'est juste, il y a ponctuellement des scènes d'attaque qui du coup rebondissent sur 20 minutes de conversation du mec qui dit non, mais je vous jure, il y a vraiment cette bête existe. Ceci étant dit, c'est évidemment et ça c'est un procédé très simple qui sera de réutiliser dans tous les sens, c'est-à-dire que c'est pas grave parce que à la limite ça fait monter la hype. Comme c'est pas trop mal fait en fait, ça fait monter l'excitation de ah bah tiens, on sait qu'on va assister de toute façon, que le film va être généreux au moins dans son dernier tiers pour ce qui est des scènes de destruction, parce que le trailer nous l'a vendu comme ça, l'affiche on voit des bâtiments qui se cassent, donc on sait qu'on va avoir ça. Finalement ça joue juste sur notre patience, mais on sait qu'on va l'avoir, donc c'est pas très grave. Et ça a l'intelligence quand même de ponctuellement faire revenir, c'est-à-dire c'est pas un gros bloc avec rien dedans et ensuite à la fin il y a des trucs. Il y a ponctuellement des petites scènes d'attaque
le phare, le bateau, le sous-marin. Au tout début, on l'aperçoit vite fait. Et ça me permet de parler effectivement de la deuxième façon que Lourier et Harryhausen ont de faire des économies, qui est de le montrer de façon un peu déguisée, de jouer beaucoup avec la lumière en fait, de le montrer beaucoup dans l'ombre. C'est-à-dire par exemple la scène d'attaque du phare, elle est vraiment en silhouette quoi. Elle est quasiment en ombre chinoise presque, et c'est pas grave parce que ça fonctionne très bien et parce que presque ça donne un côté plus comment mystérieux à la créature quoi. Avant de la voir pleinement, moi je trouve même qu'ils auraient plus joué sur ça. C'est-à-dire que la première apparition du monstre quand on le voit passer vite fait à l'arrache, je trouve qu'on le voit presque un peu trop. Il aurait fallu même presque plus le cacher pour en faire vraiment une silhouette et à la fin vraiment le révéler quoi. Mais en tout cas voilà, il y a cette intelligence là quand même qui rend le film un peu satisfaisant, même si parfois il y a des séquences un peu laborieuses quoi. Il y a aussi le dernier truc dont je voulais parler. Alors attendez, je vais juste est-ce que je vais remercier les gens hop, parce que vous n'arrêtez pas d'être généreux et c'est fantastique. Denix, merci beaucoup à toi pour ton 2e mois de sub. Tu dis toujours un plaisir de t'entendre parler ciné. Écoute, tout le plaisir est pour moi. C'est vrai qu'en ce moment, je prends beaucoup de plaisir à parler de films et je pense qu'on fera ça tout au long de ces prochains streams jusqu'à arriver à Mad God. Genre, j'essaierai de vous parler d'un film qui a un lien vague avec Phil Tippett ou avec Mad God pour à chaque fois vous amener vers un autre film, vous en parler. Ça peut être intéressant. Merci aussi à toi, Lazarus. Fantastique, très gentil. 13e mois d'abonnement. Ça ne fait plus 1 an, mais ça fait plus que ça. C'est encore mieux du coup. Et tu me dis salut Karim et le chat. Salut à toi. Gros bisous. Gros bisous aussi à Jiki13. Qui vient de prendre un sub qui me fait plaisir de ouf.